Encore un petit sujet en rapport avec la Hongrie. Après, je cesse de vous embêter là-dessus, d'autant qu'un fidèle m'a reproché récemment de quitter les sujets campagnolesques. Mais justement, la Hongrie, c'est spécial. Je vous ai expliqué que j'avais fait plusieurs fois le voyage en voiture, en partant de Campagnol, justement, dès 1992, et que j'ai écrit plusieurs livres là-dessus, ce qui me permet d'observer l'évolution du pays. D'abord, comme vous le savez, tout le monde pressent que la Hongrie va jouer un rôle très important lorsque la carriole de l'euro va perdre une roue, probablement l'Italie, puis casser un essieu. Donc c'est assez intéressant de savoir comment ça se passe chez eux, déjà, puisqu'ils n'ont pas d'euro et qu'ils restent maîtres de leur choix et que surtout ils ont presque 5% de croissance. Mais pour rester anecdotique, je vais vous parler des encombrants à Budapest. Oui, les encombrants, vous savez, ces 2 journées où on dépose des objets lourds d'abord, mais aussi tous ceux dont on ne veut plus sur le trottoir. Et il y a plusieurs choses à comparer. D'abord les époques, et ensuite l'identité de ceux qui récupèrent comme des fourmis ou comme des vautours, et dans quelles conditions, etc. En 1992, les jours de passage de la benne à Budapest, vous aviez juste des vieux sapins de Noël sur le trottoir et des étagères dont on avait arraché le système de fixation métallique et pratiquement rien d'autre, parce que tout se monnayait. Les câbles électriques, les albums pour enfants, les bouliers en bois, du coup, les gens qui ne se servaient plus de quelque chose trouvaient toujours le moyen de l'échanger contre quelque chose d'autre. C'était une époque où, dans les petites villes, il n'y avait pas d'éclairage public en dehors des abords de la gare. Une époque où les Hongrois de base vous enviaient d'avoir un grand chien parce qu'il fallait le nourrir. Et bien, 25 ans après, comment les choses ont-elles tourné ? Eh bien, désormais, les jours où on met le rebut sur le trottoir, ce sont plus des étagères et des tiroirs, mais une profusion d'objets qui autrefois auraient été convoités et qui là sont laissés sous la pluie en attendant qu'on vienne les chercher. Des paniers de cassettes VHS avec des films américains et hongrois, par exemple. Il faut voir qu'à l'époque, posséder un lecteur VHS était déjà un privilège qu'on convoitait. Il y a 2 semaines, on en trouvait un sous tous les porches pratiquement. Pareil pour les livres, les haut-parleurs, les machines à écrire électriques, les lampadaires, les cafetières expresso, les sèche-cheveux, les projecteurs de diapositives, les magnétophones à cassette, les ordinateurs de bureau avec Windows XP. Ces choses-là sont parfois restées 2 jours entiers avant de trouver preneur, et plus on se rapprochait du centre-ville de Budapest, plus le tas restait longtemps sur le trottoir. Ça veut dire que la société hongroise des centres-villes aura mis 25 ans à repasser de l'indigence à l'abondance. Alors, quelle est la leçon, me dira-t-on ? La leçon, c'est de voir qui ramasse et en combien de temps. Et là, quand vous connaissez la banlieue parisienne, vous vous apercevez que les gens qui ramassent sont désormais les mêmes d'un bout à l'autre de l'Europe. Vous savez, le genre qui porte 4 pulls et un anorak, avec des enfants de 5 ans debout contre un feu rouge à côté, des gens qu'on vient chercher en camionnette le matin, qu'on déplace au carrefour pour mendier, pour démonter, pour emporter. C'est l'équivalent des termites qui nettoient les cadavres dans la nature. Et après leur passage, il ne reste que des éclats de verre sur le trottoir. Et bien pendant 2 jours, souvent, ils laissent 4 d'entre eux, y compris la nuit, pour mettre la main sur ce qui vient d'arriver et pour éviter que les autres ne le prennent en attendant que leurs copains arrivent pour charger le tout. Naturellement, ce réseau d'écarisseurs passe la journée le téléphone portable à l'oreille. C'est un monde très organisé, assez cruel entre eux, assez violent, très parallèle au nôtre, mais on ne se doute pas de l'étendue de son organisation. Ainsi, dans la commute qu'il m'arrive d'observer en banlieue sud de Paris, là, dans une certaine rue, non seulement on voyait les mêmes visages qu'à Budapest, mais les mêmes camionnettes immatriculées en Roumanie, jusqu'à 6 camionnettes garées à la file. Et pourquoi dans cette rue ? Parce que la villa qu'ils avaient achetée à plusieurs, à toute une tribu, s'y trouvait avec une villa avec un jardin, une villa où ils vivaient à 40, et d'où ils partaient tous les matins pour aller écumer le secteur. Alors, me dira-t-on, quel est votre propos ? Rien de particulier, j'évoque simplement le souvenir de notre enfance en Europe occidentale, à l'époque où les gens se disaient encore bonjour monsieur, bonjour madame. Quand nous avions 10 ans, personne n'habitait à 40 dans une villa pour aller mendier au carrefour avec des enfants qui savent à peine marcher. Nous avons donc bâti une société d'abondance qui, comme en Hongrie, laisse se développer une véritable cour des miracles, devenue continentale. Avec Schengen, vous pouvez aller livrer en Pologne ou en Slovaquie un rouleau de câbles volé ou récupéré la veille et passer commande de toutes sortes de choses que vous trouvez à l'arrière des chantiers en banlieue parisienne. Est-ce un progrès ? Pour les intéressés, visiblement, mais pour nous, c'est beaucoup moins sûr. Abonnez-vous, merci. Dans le genre Parabole Express, ce qui est arrivé au village de Saint-Barnabé, à côté de chez nous, correspond incroyablement à une situation nationale, c'est pourquoi je vous en parle.
Le maire, qui n'arrête pas de livrer de la prose en ce moment au site internet sur tous les sujets, a cru bon de signer une longue tribune dans le Midi Libre la semaine dernière pour parler du vivre ensemble, de l'Europe nouvelle, etc. En somme, pour faire sa grande conscience européenne et pour nous parler des périls qui menaceraient notre continent, au premier chef desquels l'indifférence à l'autre, disait-il, la résurgence de l'antisémitisme, ce qui nous a paru bizarre, parce que dans le pays campagnol, il n'y a jamais eu d'antisémitisme. Donc tout est bon pour passer pour un sauveur en quelque sorte. Lui seul, ce maire de Saint-Barnabé, a vu les périls qui nous guettent. Lui seul comprend ce qui nous arrive. Alors il y a quand même déjà un gros problème, c'est que lorsqu'on donne des leçons de patience et de mesure dans ses rapports avec autrui, on s'arrange pour avoir de bons rapports avec sa population, mais justement, comme je vous l'ai expliqué, depuis un an, les 3/4 de ses administrés à ce type souhaitent qu'il s'en aille. Ils l'écrivent partout, les enfants le chantent dans la cour de l'école, démission, barre-toi, barre-toi, et lui nous parle de démocratie, et il répond à ses administrés, si vous voulez que je m'en aille, c'est parce que vous êtes tous des fascistes, même les mémés, même les nourrissons, tout le monde a partillé contre moi, personne ne me comprend, donc tout le monde est forcément bête. Un jour, vous vous rendrez compte de tout ce que j'ai fait pour la commune, etc. Alors Gustave m'a fait remarquer que le délire présidentiel en ce moment en France est strictement le même. Et Emmanuel Macron va expliquer à tous les peuples d'Europe pourquoi il a tout compris et pourquoi il tient entre ses mains le secret de notre destin. Alors les Polonais et les Italiens lui répondent, mais dis donc, puisque tu es si fort, tu vas nous expliquer pourquoi ton propre peuple ne peut plus te blairer, parce que là, quelque chose nous échappe. En somme, tout le monde voudrait que tu la fermes en France, ce qui n'est pas le meilleur indice, que tu as tout compris. Du coup, quand tu viens nous expliquer ici qu'on a tout faux, que c'est toi qui as raison, on a quand même l'impression d'avoir affaire à un grand malade, mets-toi à notre place. Mais le pire, c'est que le fameux maire de Saint-Barnabé vient de s'en prendre une encore plus sévère, puisque son ex-femme s'est exprimée à son tour dans le Midi Libre ou la Dépêche du Midi, au nom de ses 2 filles, pour dire qu'on ne pouvait pas prétendre diriger le destin d'une communauté quand on était incapable d'avoir des rapports normaux avec les siens. Elle parlait des pensions alimentaires payée à la dernière extrémité quand le juge allait sévir. Elle parlait des chantages affectifs permanents. Elle disait que c'était un pauvre type qui regardait les caméras tout le temps. Elle disait dans son entourage, tout le monde a compris pourquoi il devenait macronien. Il passe sa vie à donner des leçons de générosité et de profondeur à tout le monde, alors que c'est l'être le plus creux et le plus égoïste que je connaisse, et que depuis l'âge de 17 ans, il n'a plus jamais vu ses propres parents parce qu'il n'aimait pas le regard des gens qu'il avait vus tout petit, parce qu'ils avaient eu le tort de lui dire qu'ils ne l'approuvaient pas. Donc c'est un gros psychopathe, concluait son ex-femme. Il aurait eu besoin d'une psychanalyse, voire d'une lobotomie. Lorsqu'il a provoqué la chute de sa famille, le malheur de ses filles, etc., et la précarité de sa femme, il leur a expliqué que c'était entièrement leur faute, parce que lui ne pouvait pas avoir mal agi. Donc, disait-elle, j'écris cette tribune pour mettre en garde les électeurs. Un personnage comme ça, qui prétend aimer tout le monde, qui n'aime personne, n'est pas ce qu'il faut à sa commune, à son département, à sa région. On se demande comment il a pu être élu maire, sauf en alignant des mensonges épouvantables. Il a déjà causé le malheur des gens autour de lui. Il continuera, car la seule raison qui compte dans son esprit, c'est la sienne. Il est prêt à mentir devant tous s'il peut s'épargner une once de responsabilité dans la vie. Il a jamais tort, c'est toujours la faute des autres. Quand ses filles ont décidé de poursuivre les études qu'elles avaient choisies elles et non celles qu'ils voulaient pour elles, il les appelait la nuit pour les convaincre qu'elles allaient échouer. Il essayait d'appeler leurs amis pour qu'elles relaient ses efforts pour les détruire, pour les faire changer d'avis. Il se réjouissait de leurs difficultés à la fac. Il est prêt à démoraliser, à traiter comme dangereux quiconque décide de se passer de lui. Donc le meilleur moyen, c'est de ne pas se laisser démoraliser, de rester ensemble et de l'écarter comme un personnage nuisible. C'est là, me dit Gustave, que tu peux appliquer la fin de cette lettre à Macron lui-même. On se demande comment la rédaction de la Dépêche du Midi l'a laissé passer. Nous le demanderons avec lui. Abonnez-vous, merci. Cher Gaz de France, ou plutôt cher Gaz Réseau Distribution France, je ne sais pas très bien comment sont montés vos fichiers. C'est d'ailleurs un peu inquiétant quand on pense à la sécurité de vos installations, aux fiches de maintenance, par exemple des brûleurs et tout ça. Parce que si tout est géré chez vous techniquement comme ce qui va suivre administrativement, eh bien, tout chose à bris. Cher Gaz de France, donc, le village de Campagnol est situé à 30 km de la première ville, au pied d'une falaise, face à un paysage de vallons boisés et de lacs naturels. Il comporte 500 habitants avec tous ses hameaux. Les plus éloignés sont à 14 km du chef-lieu et évidemment, nulle part, chez aucun des habitants du village, on a d'abonnement au gaz. Donc, quand vous m'adressez un courrier, à moi comme à la vieille dame d'en bas, pour me demander mon avis à propos de l'installation de mon nouveau compteur communicant gaz, qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais lieu,
Je vous le donne bien volontiers, mon avis, mais il n'y a pas de case dans le questionnaire pour dire que je trouve que vous foutez du monde. C'est dommage. Ne me dites pas encore un qui refuse le nouveau compteur gaz, nous n'avons pas le gaz, c'est compris? En revanche, il y a plein de cases là dans vos questionnaires, du genre dans le courrier que vous avez reçu, les éléments suivants étaient clairs, l'émission de GRDF, les avantages du compteur communicant gaz, les modalités de remplacement de votre compteur actuel, cochez ici. Et on vous dit réponse obligatoire. Dans tout ça, vous observerez qu'il s'agit de vous dire ou de vous faire dire que vous avez été, vous, Gaz de France, à la hauteur de votre tâche. Donc c'est un questionnaire qui néglige de répondre à la question « Aviez-vous besoin de ce qu'on vous a proposé ?» Dans la plupart de ces enquêtes, il ne s'agit pas de vous demander si vous trouvez utile ce qu'on vous propose, mais si vous avez trouvé courtoise la manière de vous l'installer. Donc, cher Gaz de France, en plus, vous terminez votre questionnaire, un questionnaire que mon petit-neveu n'a pas hésité à qualifier de « à la con », par la question « Quel niveau d'effort avez-vous dû déployer pour la pose de votre compteur communicant gaz ?» qui, je le rappelle, n'a jamais eu lieu. Le tout avec une échelle graduée dans le vert et dans le rouge. Vous m'avez obligé à imaginer ce que la veuve de 82 ans qui habite en bas de chez moi a bien pu penser de ce courrier électronique, puis à le lui demander. Je lui ai demandé, elle habite à 3 maisons d'ici, si elle avait reçu le courrier et le questionnaire. Oui, et elle a cru bon d'y répondre parce qu'elle dit qu'elle elle est dans le réseau gaz puisqu'elle achète une bouteille de butane Total tous les mois chez l'épicier Montmarché face à l'ancienne poste. Je lui dis, mais non, c'est pour les gens qui ont un compteur, ça, les gens de la ville. Elle m'a dit, ils mettent des compteurs dans les bouteilles si ça se trouve maintenant, et ils envoient les données par Internet. Donc là, cette dame est dans un brouillard complet à propos des nouvelles technologies et d'Internet, mais on lui envoie quand même des questionnaires et des enquêtes de satisfaction, ce qui permet d'illustrer une fois de plus qu'à force de s'adresser à une France qui n'existe pas, la puissance publique va se faire souffler dans les bronches par une France qui existe. Et c'est bien parti. En effet, pour une vieille dame de 92 ans qui n'a acheté d'ordinateur portable chez Leclerc que pour remplir son formulaire d'impôt local et parler sur Skype à sa fille, et qui ne comprend pratiquement rien à ce qui se passe autour d'elle, vous avez 50 personnes de 40 ans avec un gilet jaune dans le cartable, qui n'ont pas le gaz non plus, et qui reçoivent ces courriers de débiles, ces invitations à communiquer les chiffres de consommation si l'agent ne peut pas lire le compteur, sauf qu'ils l'ont déjà fait 3 fois depuis un mois auprès de 3 agences différentes pour recevoir finalement un courrier qui dit « notre agent n'a pas pu passer, vous n'étiez pas là ». Donc, ils ne sont pas du tout prêts à montrer la même patience que la vieille dame. Et là, messieurs de chez Gaz de France, je vous conseille de regarder souvent par la fenêtre dans les 3 mois, parce que lorsque vous verrez l'avenue d'en face se couvrir de jaune, le temps de l'insouciance et du n'importe quoi sera absolument révolu. On va demander un audit précis de ce qui s'est passé. On va essayer de savoir pourquoi vous avez empoisonné la vie des Français d'erreurs aussi grossières que celle-là jamais corrigées. On va essayer de savoir à qui profitent ces compteurs fantômes, ces questionnaires bidons, ces agences de relèvement des compteurs qui ne passent jamais, mais qui disent qu'elles sont passées. Et le résultat de l'enquête sera public et nominal, c'est-à-dire qu'on saura qui l'a émis, de quel bureau. Après tout, on ne voit pas pourquoi vous nous enverriez des lettres avec notre adresse précise, notre numéro de porte, pour nous dire que vous avez posé un compteur qui n'existe pas, alors que nous n'aurions pas le droit de donner l'adresse précise et le nom et le numéro de porte du service d'incompétent qui a envoyé le courrier. Abonnez-vous, merci. L'occasion de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, mais souvent offerte par l'actualité, et il se trouve que récemment, Gustave m'a reparlé d'un vieux sujet de division entre les gens de droite et les gens de gauche. C'est a-t-on le droit de décrire les gens par leur physique? A-t-on le droit de dire et d'écrire celui-là, je ne peux pas le blairer? Question qui vient d'être posée publiquement, une fois de plus, parce qu'un livre, celui du député Ruffin, est sorti qui disait d'Emmanuel Macron à peu près la même chose que moi il y a 18 mois, à savoir le peuple français n'aime pas ce genre de museau lisse avec un rictus du genre « cause toujours, tu m'intéresses ». Ça, c'était avant l'élection. Il y a eu, comme on le sait ensuite, une ivresse artificielle à son sujet, mais je maintiens, puisque les fameuses foules haineuses semblent me donner raison, qu'il y a entre le jeune président Macron et le peuple, comme je l'ai déjà dit, le même rapport qu'entre Thierry Lhermitte et Jacques Villeray dans le dîner de cons. Pour parler plus directement, on verrait bien Jacques Villeray avec un gilet jaune, et dans une version actuelle du film, on verrait bien aussi Thierry Lhermitte inviter un représentant gilet jaune pour en faire le héros de son fameux dîner.
au milieu de 3 amis avocats d'affaires qui se moqueraient de lui en disant « c'est cela, oui ». On retrouve là encore une ligne de frontière entre le peuple et les élites, mais pas celle que vous croyez. Cette fois, je voudrais souligner que dans le peuple un peu poujadiste, qui retrouve du poil de la bête en ce moment, le fait de désigner quelqu'un par son grand nez, ou par sa petite taille, ou par son embonpoint, a fortiori par sa couleur, quand on en parle à des tiers, est encore assez courant et personne n'y trouve à redire, alors que chez les élites formatées par le socialisme, et ça inclut largement des Alain Juppé, des Raffarin, chez les élites, dis-je, où on vous parle tout le temps pourtant de diversité, eh bien on se conduit dans la conversation comme si tout le monde était absolument pareil. On vous dit jamais, tu sais cette fille avec les yeux très écartés et puis des racines apparentes qui ressemble un peu à une fille du Muppet Show. Non, on vous dit, c'est une fille qui a un parcours intéressant. On vous dit donc toutes les fadaises abstraites qu'on trouve sur un CV, comme si le portrait des gens, c'était leur dossier et comme si c'était plus leur visage. On dit jamais qu'ils ont les yeux verts. Même à table, quand on vous présente à une inconnue, vous n'avez plus le droit de lui dire qu'elle a des yeux magnifiques. C'est fini, c'est une offense, c'est déplacé. Vous mettez l'accent sur le physique, c'est pas bien. Alors d'où vient cet interdit auquel, je le répète, le peuple, et singulièrement celui de Campagnol, résiste depuis 30 ans, en dépit de toutes les hypocrisies et de toutes les Christine Angot qui font la police sur les plateaux en disant non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites. Si, on se rend très bien compte, hein, Christine, c'est pour ça qu'on le dit. Et puis bon, on n'a pas besoin de garde-chiourme. Puis la postérité, à cause de tous les sujets enregistrés où vous passez pour une idiote, risque d'être assez sévère à votre égard. Pour en revenir, après cette parenthèse impromptue, mais pas hors sujet, au tabou de la description physique, eh bien ça nous vient de l'Amérique, du christianisme et aussi du féminisme. Oui, parce que chez les chrétiens confis en dévotion du siècle dernier, qui partagent la même conviction que les naturalistes de gauche à la Zola, eh bien on ne parle pas du physique des gens, surtout pour le rapporter à leur profil moral. C'est mal. On ne dit plus, comme dans Balzac, la laideur de son âme était inscrite sur son visage, toute sa physionomie était renfrognée, fanée comme une pomme sèche, etc. Chez Proust, les gens ont aussi des teints de peau particuliers, des cheveux sous l'oreille, des traits physiques qui font qu'on en tombe amoureux ou non, tandis que chez Zola, jamais. Quand vous faites une recherche thématique sur toute l'œuvre de Zola, le mot teint est utilisé 3 fois et jamais pour les visages. Pourquoi ? Parce que dans les années 1920, on commence à généraliser à gauche l'idée que parler du physique des gens est une faute de goût, alors que la droite, par réaction, fait le contraire et vous décrit ses employés de maison ou ses cousins de province comme dans un portrait littéraire. Donc peu à peu, jusqu'à la guerre de 40, l'interdiction de désigner quelqu'un par son physique devient un véritable interdit généralisé à cause de la terreur d'être pris pour raciste aussi. Du coup, dans les années 80-90, aux États-Unis, quand vous aviez rendez-vous dans la rue pour un entretien avec un type dont vous n'aviez jamais vu la photo, il ne se décrivait pas lui-même un seul instant au téléphone. C'était vous qui étiez obligé de lui dire « je suis barbu, je mesure 1m70 » et encore, ça passait là encore pour une faute de goût. Nous en sommes là, il est peut-être temps d'enrayer ce phénomène, mais certains pensent qu'il est déjà trop tard. Abonnez-vous, on verra bien. Merci. Il y a quelques jours, j'ai promis à Jacques, ce restaurateur de Montpellier, qui a une petite maison ici avec son copain, de descendre voir leur nouvel établissement parce qu'il m'avait annoncé qu'il avait 2 ou 3 trucs à me dire qui pourraient être utiles à ma chronique et je pensais qu'il voulait me parler des gilets jaunes dont il était un fervent partisan. Mais en fait, ça a tourné un peu bizarrement, vous allez voir. Alors au début, je lui fais compliment de son restaurant, noir et orange, avec des abat-jours en cuivre, serviettes turquoises. Le décorateur s'était inspiré de l'Afrique du Sud, m'a-t-on dit. J'étais venu là exprès un vendredi à 14h pour manger une salade. Il m'avait dit c'est la bonne heure et le bonjour. Ensuite, son copain Max, là, le comptable, est parti. Nous avons donc parlé un petit peu et il m'a dit au fond, l'Église catholique, avec la pédophilie, fait l'objet d'une campagne de presse aussi dégueulasse, aussi organisée, aussi méticuleuse que lorsque les Gilets jaunes sont accusés d'antisémitisme. Dans 3 semaines, tu vas voir sortir des dossiers du genre Gilets jaunes business ou comment le mouvement pompe les cagnottes au profit de ses dirigeants, etc. Tout plutôt que d'évoquer les vrais problèmes qui sont la vie des gens, l'explication économique, la morale de ce qui se passe. Non, on préfère essayer de discréditer celui qui parle plutôt que d'aborder la question qu'il soulève. Eh bien, je ne sais pas si tu as vu, mais la dernière campagne en date du même genre, c'est ça. Et il me sort un gros livre appelé Sodoma, titre déjà assez brutal, en même temps que 2 ou 3 coupures de presse relatives à l'homosexualité dans le clergé. Et j'ai compris tout de suite pourquoi il était offensé par ce tintamarre, en tant que célibataire endurci, de type un peu légionnaire, mais aussi, ce qui était plus inattendu,
en tant qu'ancien des écoles chrétiennes et même, ce qui était encore plus inattendu, en tant qu'ancien cobaye pendant 4 ans d'une équipe de généticiens de l'université de Californie, UCLA. Et que faisait cette équipe? Elle essayait, comme une trentaine d'autres aux États-Unis, non sans quelques résultats, de mettre en lumière une vérité interdite, en tout cas pas subventionnée, l'origine génétique d'une grande partie du comportement humain, donc la sexualité et donc la sienne. Ce qui a intéressé ses copains chercheurs à son sujet, c'était pourquoi il était à la fois gaucher, avec l'oreille absolue, pourquoi il retenait des séries de nombres dans l'ordre, pourquoi il calculait des racines carrées sans réfléchir, pourquoi il était capable de redessiner une carte aérienne entière qu'il avait vue 3 minutes avec tous ses détails, pourquoi les financiers de sa clientèle à Los Angeles quelques années plus tôt, à l'heure du café, lui demandaient de calculer mentalement un schéma d'amortissement à la volée, tout en vérifiant avec leur calculette, et en quoi, surtout, tout ça était lié à son célibat, car il disait « Si j'étais un homme à femme, eh bien, je compterais beaucoup moins vite, je ne sais pas pourquoi. » Et tout ça pour dire quoi? Il me désigne le gros livre. Eh bien, cette merde sort dans 8 éditions de 8 pays en même temps pour t'expliquer que le pape François a trouvé un Vatican infesté de cardinaux qui vivaient avec leur secrétaire depuis 30 ans, mais qu'il n'a pas pu les virer parce qu'ils font marcher la boutique. Donc ce livre, c'est du gala, c'est du voici. Au lieu de montrer que l'Église est quand même un endroit où tu trouves de la bienveillance et de la bonté à tous les étages, il te parle des 4 mafieux qui conduisent une Audi au Vatican, 4 sur 200 membres de la curie. Je lui ai dit, je vois bien que le sujet te tient à cœur, mais quel est le rapport avec les gilets jaunes? Il me dit, l'Église et les gilets jaunes, c'est pareil, ils laissent les autres réfléchir à leur place, parler à leur place, voilà le rapport. Du coup, quand on prétend organiser un débat, les gens disent à l'Église et aux gilets jaunes, asseyez-vous, là je vais vous dire ce que vous avez dans le cœur. Quand Macron fait son show, il est là pour te dire comment tu te sens et pourquoi. C'est de l'hypnose. C'est un serpent, ce type. L'Église, à propos de l'homosexualité, c'est pareil. On lui dit à chaque étape comment elle doit regarder ce phénomène avec lequel elle vit pourtant en symbiose et qu'elle connaît donc par cœur, mais on l'empêche d'organiser un colloque mondial sur des questions comme est-ce qu'on est comme ça, oui ou non? Quelles sont les dernières avancées génétiques? Est-ce que les pays qui torturent et qui emprisonnent pour cette raison ne mériteraient pas un coup de semonce au nom du Christ? Est-ce que le Christ lui-même a évoqué cette question une seule fois quand on épluche les évangiles? Est-ce que la mission du christianisme ne serait pas, entre autres, de montrer que rien de ce que fait la nature ne s'est jamais fait par hasard? On empêche l'opinion d'analyser les raisons de la surpopulation homo au Vatican comme une loi naturelle, alors que justement c'est complètement darwinien, me dit-il. Ils se sont rassemblés parce qu'au moins là, ils étaient sûrs de ne pas être tués. C'est l'honneur de l'Église de les avoir recueillis et éduqués, mais elle ne le dit pas. Eh bien, il faudrait qu'elle le dise. Mais on l'empêche de prendre le contrôle du discours à son propre sujet. On l'empêche de dire que la pédophilie, la vraie, c'est-à-dire sous la puberté, c'est presque 0 statistiquement. Et qu'en plus, on ne voit jamais de double page dans l'Express sur les réseaux douteux, dans le foot, dans le showbiz, dans la mode pour enfants. En fait, dans l'Express, comme partout, tu lis ce qu'il faut penser pour entretenir la machine à intimider, à asservir. C'est pour ça que j'aime bien les Gilets jaunes. Ils ont compris que c'est eux maintenant qui doivent dessiner leur propre portrait. Abonnez-vous, merci.